Salut tout le monde, c'est Samar et bienvenue sur GoDevOps. Aujourd'hui, on va parler des volumes dans Podman et on va voir pourquoi la persistance des données est indispensable lorsqu'on travaille avec des conteneurs. On va d'abord comprendre pourquoi les données disparaissent à l'intérieur d'un conteneur et ensuite on va volontairement perdre les données d'une base de données, puis on corrigera le problème correctement en utilisant des volumes. Sinon, avant de commencer, si vous suivez cette série et que vous voulez continuer à apprendre sur Podman, Linux, OpenShift, de la containerisation, pensez à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Sinon, allez, c'est parti, on commence. Avant de parler des conteneurs, il faut bien retenir que les conteneurs, ils sont éphémères. Et lorsqu'un conteneur démarre, Podman crée les couches des images, donc les image layers qui sont en lecture seule, puis ajoute au-dessus le runtime layer, la couche du conteneur qui est en écriture. Et toutes les modifications effectuées pendant l'exécution du conteneur sont enregistrées dans cette runtime layer. Mais dès que le conteneur est supprimé, cette couche elle est aussi supprimée et c'est pour cette raison que les données d'un conteneur ils disparaissent. Petit rappel sur la façon dont un conteneur modifie ses fichiers en interne. Donc les couches des images sont immuables et Podman ne les modifie jamais directement. Donc lorsqu'un fichier doit être modifié, Podman le copie d'abord dans la couche du conteneur, le runtime layer, puis applique les modifications sur cette copie. Ce mécanisme s'appelle le copy on write et cette architecture elle est très efficace car plusieurs conteneurs peuvent partager les mêmes couches d'images. En revanche, pour les applications qui écrivent des données en permanence, comme les bases de données, cette couche du conteneur, elle ne suffit pas. Et c'est précisément pour cette raison qu'on utilise les volumes. Dans ce premier lab, nous allons provoquer volontairement un problème très courant. Donc, nous allons démarrer un conteneur PostgreSQL sans volume de stockage. Je démarre ici un conteneur PostgreSQL avec la commande podman-run. Il s'exécute en arrière-plan. On lui rajoute un nom, démo Postgre. On définit des variables d'environnement avec l'option E. On va définir le mot de passe de l'utilisateur Postgre. Donc Postgre password. Et on publie le port de la base de données afin qu'elle soit accessible depuis la machine hôte. Donc 5432, 5432. Et enfin, on utilise notre image docker.io, library, Postgre, version 15. Vérifions maintenant que le conteneur est bien démarré avec la commande podman-ps. Donc on a bien notre conteneur démo Postgre. Nous allons maintenant entrer dans le conteneur avec la commande podman-exec. Donc le nom de notre conteneur, PSQL, puisqu'on va se connecter directement à PostgreSQL à l'aide du client PSQL. Et on met user Postgre. Créons maintenant une table très simple, create table. On va le nommer users. ID, serial, primary key. On ajoute maintenant un premier enregistrement dans cette table avec insert into. Users, name, values, summary. On vérifie maintenant que les données ont été bien enregistrées. Okay.
select all from users. Donc ici, notre table existe et contient bien une ligne. Donc tout fonctionne comme prévu et c'est maintenant que les choses deviennent intéressantes. Donc maintenant, on va supprimer complètement le conteneur. On va maintenant supprimer complètement le conteneur avec podman rm-f puisqu'il est en cours d'exécution, notre conteneur. Et on va le recréer exactement comme le premier conteneur. On se reconnecte et on vérifie donc notre table. Select all from users. Donc ici, la table n'existe plus. C'est un comportement essentiel à comprendre lorsqu'on travaille avec les conteneurs. Donc toutes les données de PostgreSQL étaient stockées dans la couche d'écriture du conteneur, donc le runtime layer. Et lorsque nous avons supprimé le conteneur, cette couche a également été supprimée. Donc toutes les données enregistrées dans la base ont disparu avec lui. Et cet exemple met en évidence un principe fondamental qu'un conteneur n'est pas une machine virtuelle. Donc les conteneurs sont conçus pour être temporaires, facilement supprimés et recréés, et c'est pourquoi les données importantes ne doivent jamais être stockées uniquement à l'intérieur du conteneur. Elles doivent être conservées dans un stockage persistant, indépendant du cycle de vie du conteneur. Donc nous savons maintenant ce qui se passe lorsqu'un conteneur est supprimé. Et la question qui se pose maintenant, c'est où faut-il stocker les données importantes pour qu'elles survivent à la suppression d'un conteneur. Et c'est précisément ce que nous allons découvrir par la suite. C'est là que les volumes et les bind mounts ont leur rôle, car c'est eux qui permettent de stocker les données en dehors de la couche du conteneur. Et à partir de là, le conteneur il peut être supprimé, recréé ou remplacé, mais les données, elles restent intactes. Avec Podman, on dispose principalement de deux solutions pour rendre les données persistantes. Donc on a les bind mounts et les named volumes. Et il faut bien comprendre la différence entre les deux. Un bind mount, il consiste à connecter directement un dossier de votre machine hôte à un dossier situé dans le conteneur. Donc ici, on a à gauche un répertoire de la machine hôte et à droite le répertoire correspondant dans le conteneur. Donc autrement dit, le conteneur travaille directement avec les fichiers présents sur la machine hôte et les bind mounts sont très utilisés pendant le développement. Donc par exemple, on peut les utiliser pour modifier du code en temps réel, travailler sur des fichiers de configuration ou développer un site web statique ou encore effectuer un test. Donc dès que vous modifiez un fichier sur votre machine, le conteneur voit immédiatement le changement et c'est exactement pour cette raison que les développeurs apprécient autant les bind mounts. Les named volumes, eux, ils fonctionnent différemment. Donc, au lieu d'utiliser un dossier visible sur la machine hôte, c'est Podman qui gère entièrement le stockage. Donc ici, on a Postgre Data qui est un named volume qui est géré par Podman. Et c'est donc Podman qui décide où les données sont réellement stockées sur la machine. Et les named volumes sont généralement le meilleur choix pour les bases de données, les applications en prod ou toute donnée qui doit être conservée sur du long terme. Donc, ils sont plus propres, plus portables et beaucoup plus adaptés aux environnements de production. Et d'habitude, dans les projets, on utilise les deux en même temps. Donc, par exemple, on peut utiliser le bind mount pour le code source de l'application et le named volume pour stocker les données de la base de données. Donc, c'est une approche extrêmement courante dans les environnements de développement. Et maintenant qu'on a compris tout ça, on peut revenir à notre conteneur PostgreSQL et on va voir comment on va résoudre le problème de persistance en utilisant un named volume. Donc, dans le lab précédent, nous avons vu que les données de notre base de données disparaissaient lorsqu'on supprimait le conteneur, puisqu'on les stockait dans la couche d'écriture du conteneur.
Et cette fois-ci, nous allons déplacer ces données en dehors du conteneur afin qu'elles restent disponibles même après sa suppression. Donc cette fois-ci, PostgreSQL ne stockera plus ces fichiers de données à l'intérieur du conteneur. Nous allons utiliser un volume nommé, géré directement par Podman. Et donc le cycle de vie sera complètement indépendant de celui du conteneur. Donc même si le conteneur est supprimé, les données resteront intactes. On commence par créer un volume nommé. On va utiliser la commande podman volume create et on va le nommer PostgreData. Donc à partir de maintenant, c'est Podman qui se charge de gérer cet espace de stockage persistant. Inspectons maintenant ce volume avec la commande podman volume inspect PostgreData. Donc on retrouve plusieurs informations utiles comme le nom du volume, le pilote de stockage utilisé, la date de création et surtout le mount point, donc le point de montage, c'est-à-dire l'emplacement où les données sont réellement stockées sur la machine. Et si vous utilisez Podman en mode rootless, ce qui est aujourd'hui le cas le plus courant, les volumes sont généralement stockés dans le répertoire qu'on voit ici. Donc, point local, /share, /containers, /storage, /volumes. Donc, même si Podman gère automatiquement ces volumes, les fichiers existent bien physiquement sur votre système. Et ce n'est donc pas un stockage caché ou virtuel. Les données, elles résident réellement sur votre machine. On va démarrer notre conteneur PostgreSQL avec un volume. Donc ici, on rajoute -v et on met le nom du volume, postgre.var/lib/postgresql/data. Donc cette instruction, elle indique à Podman de monter le volume à PostgreData dans le répertoire où Postgre il stocke ses fichiers de données, donc le /var/lib/postgresql/data. Et concrètement, la base de données n'écrit plus dans la couche d'écriture du conteneur, elle écrit directement dans ce volume persistant. Reproduisons maintenant exactement les mêmes opérations que dans le lab précédent. Donc, on se connecte, on crée notre table, create table, users, ID, serial, primary key, name, text. Insérons une ligne avec insert into users name, values somewhere. Vérifions le contenu de la table, donc avec select all from users. Donc les données sont bien présentes. On va maintenant supprimer notre conteneur avec podman-rm -f et on met le nom du conteneur et on va le recréer. Donc la différence ici, c'est qu'il est reconnecté exactement au même volume nommé, donc notre volume à PostgreData. On va se reconnecter et on vérifie maintenant si notre table existe toujours. Select all from users. Donc les données sont toujours là et c'est vraiment ça qu'on appelle une persistance des données. Résumons ce qui vient de se passer. Le conteneur a bien été supprimé ici. En revanche, le volume n'a jamais été supprimé.
Donc, lorsque nous avons créé un nouveau conteneur, nous lui avons simplement reconnecté le même volume et PostgreSQL a donc retrouvé exactement les mêmes fichiers de base de données. Donc, pour lui, rien n'avait changé. Et c'est exactement le fonctionnement des applications stateful en production. Donc, les conteneurs restent temporaires. Les données, elles vivent dans un stockage persistant qui leur est indépendant. Et les volumes nommés sont vraiment une excellente solution pour assurer la persistance des données, mais ce ne sont pas les seuls mécanismes disponibles. Donc en pratique, les développeurs utilisent également très souvent les bind mounts, notamment pendant les phases de développement. Donc dans le lab suivant, nous allons mettre en place un bind mount avec un serveur web et découvrir l'un des problèmes les plus fréquents rencontrés avec Podman sur les systèmes Linux. Dans ce lab, nous allons découvrir un scénario que l'on rencontre très fréquemment en entreprise. Nous allons créer un petit site web sur la machine hôte, le monter dans un conteneur Nginx à l'aide d'un bind mount, provoquer volontairement un problème d'accès et comprendre son origine pour le corriger correctement. C'est une situation très représentative de ce que rencontrent les équipes DevOps au quotidien. Donc jusqu'à présent, nous avons utilisé des volumes nommés, entièrement gérés par Podman, alors qu'avec un bind mount, le fonctionnement est différent. Donc le conteneur, il accède directement à un répertoire existant sur la machine hôte, et cela signifie que les mécanismes de sécurité du système d'exploitation entrent désormais en jeu, et sur des distributions comme RHEL, Fedora, CentOS ou encore OpenShift, le principal mécanisme de protection, c'est le SE Linux. Et comprendre son fonctionnement est vraiment indispensable lorsque l'on travaille avec Podman. Donc on va commencer par créer un répertoire qu'on va nommer HTML. Et à l'intérieur, nous ajoutons une simple page HTML. Et ce sera ce dossier qui sera partagé ensuite avec notre conteneur Nginx. On va démarrer notre conteneur Nginx, Podman Run, en arrière-plan. On va lui assigner un nom web, les ports, et on rajoute notre volume, donc notre bind mount. On va monter directement le dossier HTML de notre machine dans le répertoire utilisé par Nginx pour servir les pages web. Donc /usr, /share, /nginx, /html. Et on va utiliser notre image Nginx. Contrairement à un volume nommé, le conteneur travaille ici directement avec les fichiers de l'hôte. Essayons maintenant d'accéder au site web. Donc ici, on obtient un message à forbidden. C'est une erreur de permission ou simplement notre image elle est vide. Mais c'est exactement le comportement que nous voulons provoquer. Donc le dossier est bien monté dans le conteneur. Pourtant, Nginx ici n'a pas le droit d'y accéder. Et la raison est simple. Le SE Linux considère que ce répertoire appartient au système hôte et interdit par défaut son accès au conteneur. Donc c'est un mécanisme de sécurité et c'est pas vraiment un dysfonctionnement. Sur RHEL et Fedora, Podman s'appuie sur SE Linux pour ajouter une couche de sécurité supplémentaire et son rôle, c'est de contrôler quels processus ont le droit d'accéder à quel fichier. Donc autrement dit, même si un fichier existe bien sur la machine, le conteneur peut quand même être empêché d'y accéder. Dans notre cas, le conteneur Nginx essaye d'accéder à un dossier de la machine hôte, mais SE Linux lui répond tout simplement que l'accès est refusé. Il y a deux labels SE Linux à retenir. On a le premier qui est Z majuscule, qui attribue un label SE Linux privé, et cela signifie qu'un seul conteneur est autorisé à utiliser ce dossier. À l'inverse, l'option 2.Z minuscule applique un label SE Linux partagé. Donc plusieurs conteneurs peuvent alors accéder au même dossier.
Donc, corrigeons maintenant le problème. On va commencer par supprimer notre conteneur. Et on va le relancer avec l'option 2.z. Le Z en majuscule. Donc, c'est lui qui va faire toute la différence. On va tester une nouvelle fois le site. Et donc ici, tout fonctionne correctement. Donc pour résumer, avec un bind mount, le conteneur utilise directement un répertoire de la machine hôte, mais cela ne signifie pas qu'il dispose automatiquement des droits nécessaires pour y accéder, puisque SE Linux protège le système en contrôlant précisément quels processus peuvent accéder à quel fichier. Et l'option 2.z demande à Podman de changer les droits du répertoire afin qu'il soit autorisé à être utilisé par ce conteneur. Donc c'est une situation extrêmement fréquente lorsqu'on travaille avec Podman sur les systèmes Linux utilisant SE Linux. Donc la persistance des données ne consiste pas uniquement à conserver des fichiers, elle implique plusieurs aspects essentiels comme la sécurité, la gestion des permissions, la portabilité des applications et la fiabilité des environnements de production. Et c'est précisément pour cette raison que les volumes et les mécanismes de stockage occupent une place centrale dans les technologies de conteneurs. Donc nous savons maintenant comment assurer la persistance des données et utiliser correctement les bind mounts. Voyons maintenant comment les bases de données sont administrées dans les environnements conteneurisés professionnels, notamment lorsqu'il s'agit de sauvegarder, restaurer et gérer leur volume de stockage. En production, la perte de données n'est jamais une option, et donc la première opération essentielle est la sauvegarde. Donc Podman permet d'exporter le contenu d'un volume dans une archive au format tar. Et pour faire, on va utiliser la commande podman volume export. On met le nom de notre volume, PostgreData, --output, backup, pointeur. Donc cette commande, elle crée une copie complète du contenu du volume et les données sont regroupées dans une archive tar, facilement exploitable après. Imaginons maintenant qu'une panne survienne, donc le conteneur a été supprimé ou l'application doit être déplacée vers un autre serveur. Grâce à la commande maintenant import, postgredata backup pointeur. Grâce à la commande import, il est possible de reconstruire le volume à partir de la sauvegarde. Et c'est vraiment cette méthode que les équipes DevOps utilisent pour restaurer les données dans des environnements réels. Avant d'utiliser un volume en production, il est toujours recommandé de l'inspecter. Déjà, on vérifie qu'on a bien notre volume avec podman volume ls. Donc là, on a notre volume postgredata. Et maintenant, on utilise la commande inspect. Cette étape, elle permet de connaître son emplacement sur la machine, son pilote de stockage, sa date de création et son point de montage. Et ces informations sont très utiles lorsqu'il faut diagnostiquer un problème lié au stockage. Maintenant, une bonne pratique DevOps consiste également à nettoyer régulièrement les ressources inutilisées. Donc lorsqu'un conteneur est supprimé, les volumes elles persistent. Et si l'on ne les supprime jamais, ils occupent progressivement de l'espace disque. Donc pour les supprimer, on utilise la commande podman volume rm et on met le nom de notre volume. Et cette opération est particulièrement importante dans les environnements de test, les pipelines CI/CD et les plateformes d'intégration continue. Ici, notre volume est utilisé par un conteneur, le conteneur Postgre démo. Donc, il faut forcer la suppression du volume ou bien supprimer le conteneur et après supprimer notre volume.
Donc il faut bien retenir que la suppression d'un conteneur n'entraîne jamais automatiquement la suppression de ses volumes. Et c'est précisément ce comportement qui garantit la persistance des données. Les conteneurs sont vraiment temporaires, alors que les volumes, eux, ils sont conçus pour survivre et préserver les données aussi longtemps que nécessaire. Il existe également un type de stockage particulier appelé TempFS. Contrairement au volume et au bind mounts, les données ne sont pas stockées sur le disque, elles sont conservées directement en mémoire vive, c'est-à-dire en RAM, et l'accès est donc extrêmement rapide. Donc on va l'utiliser en Podman run, --mount, type, tempfs, destination, le cache et le size. Et on va utiliser une image Alpine. L'accès est donc extrêmement rapide, mais en revanche, ce stockage est entièrement temporaire. Donc dès que le conteneur s'arrête ou est supprimé, tout son contenu disparaît. C'est pourquoi le TempFS est principalement utilisé pour des données temporaires comme les fichiers de cache, les fichiers intermédiaires ou les buffers utilisés pendant l'exécution de l'application. Il offre d'excellentes performances, mais il ne doit jamais être utilisé pour stocker des données que l'on souhaite conserver. Maintenant, faisons un petit résumé pour cette vidéo. Donc, les conteneurs sont par nature éphémères. Ils ne sont donc pas conçus pour stocker des données de manière permanente. Et si vous enregistrez des données directement dans le conteneur, elles disparaissent dès que le conteneur est supprimé. En revanche, avec les volumes, les données sont stockées en dehors du cycle de vie du conteneur et c'est précisément ce qui permet d'assurer leur persistance. Et pour les bonnes pratiques à retenir, on utilise déjà les bind mounts pour le code source, les fichiers de configuration et les environnements de développement. On utilise les named volumes pour les bases de données, les données persistantes des applications et les environnements de production. Et surtout, ne stockez jamais des données importantes dans la couche du conteneur. Et enfin, il faut retenir les deux règles concernant SE Linux. Donc, le 2.z majuscule pour un accès privé à un seul conteneur et le Z minuscule lorsqu'un même dossier doit être partagé entre plusieurs conteneurs. Maintenant que nos conteneurs peuvent conserver leurs données, le prochain défi sera de gérer les secrets de manière sécurisée. Et c'est exactement le sujet de notre prochaine vidéo. Sinon, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et je vous retrouve très vite pour la suite. Merci.